exercices de la marine russe dans la Baltique, à large échelle. Les manœuvres impliquent des forces aérospatiales. Les équipages effectuent des missions anti-sous-marines et s'exercent à la défense contre les drones. Ils effectueront aussi des tirs d'artillerie pratiques sur des cibles maritimes et aériennes. Il y a là 20 navires, 25 avions et hélicoptères, 3000 soldats et on est dans la Baltique. On est toujours là dans la Baltique et les Russes sont en train de titiller l'adversaire. Oui, mais comme vous le dites, ils titillent, c'est-à-dire que c'est une manœuvre qui, à l'échelle de cette mer, n'est pas, à mon avis, un bouleversement stratégique. C'est plutôt un moyen pour les Russes de dire on existe toujours, alors même que, comme c'est souvent répété ici, on dit que la Baltique est devenue un lac otanien parce que et la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine. Et la marine russe, elle serait utile où? Elle serait utile en mer Noire contre les Ukrainiens. Le problème, c'est que d'abord, ils ne peuvent pas amener plus de bateaux puisque les Turcs bloquent l'accès à la mer Noire avec le contrôle des détroits. Et puis, les quelques bateaux russes qui étaient là-bas, ils se sont fait taper méchamment par l'Ukraine. Donc, je trouve que ces manœuvres, c'est peut-être davantage une gesticulation qu'une démonstration de force réelle. Oui, alors il y a quand même un inconvénient, parce qu'ils font les manœuvres évidemment dans les eaux internationales, mais dans les eaux internationales, quand ils font des manœuvres, eh bien, ce sont des zones d'exclusion où on est obligé de faire le tour, et donc ça perturbe aussi tout le mouvement des navires, de commerce, etc. Mais les spécialistes de ça, on le sait, ce sont les Chinois, par exemple, autour de Taïwan. Dès qu'ils font des manœuvres, eh bien, les navires sont obligés de se détourner, etc. Donc je pense qu'il y a aussi la volonté de nuisance dans cette affaire-là. Ceci dit, la marine de la Baltique, s'il y a un conflit demain matin, elle sortira jamais du port. En 30 minutes, elle est coulée. Ils ne peuvent pas, ils ne rejoindront jamais la haute mer, même l'Atlantique. C'est quasiment impossible. Et soulignons bien, notamment pour l'approvisionnement en pétrole, là, ils jouent un rôle extrêmement risqué, les Russes, parce que si j'ai bien compris, l'OTAN peut là couper le robinet. On peut couper le robinet très facilement. Bon, on l'a vu, là, c'est Mare Nostrum, et puis les détroits, là, les Jutland, c'est entre le Danemark et la Norvège, c'est quand même très étroit. Des navires ennemis qui passent par là, moi je demande à voir. Si jamais demain ça pète, il n'y a pas un navire russe qui sortira de la Baltique. Alors juste une petite question de droit, parce que j'étais marin. Il n'y a pas d'eau internationale en mer Baltique. Il y a les eaux territoriales et directement après, c'est les zones économiques exclusives. Mais qui sont libres à la... Alors, non, elles sont pas toutes les zones économiques exclusives peuvent être libres d'accès, mais ça permet quand même des contrôles. C'est-à-dire que le pays local peut faire des contrôles dans ces zones. Alors ça, à l'époque, j'en faisais plein, même en milieu de l'Atlantique d'ailleurs. Et on a la possibilité de faire un contrôle sur n'importe quel des navires qui passent dans la zone pour voir s'ils font des choses illégales, s'ils sont assurés. Notamment ce qui avait été fait sur le bateau qu'ils avaient voulu arraisonner parce qu'il était non immatriculé et non assuré. Et en fait, dans la zone, on peut quasiment faire tout ce qu'on veut, même sur des bateaux civils. C'est pour ça que les Russes commencent à escorter leurs bateaux civils par des bateaux militaires. Ce goût de la provocation des Russes, il y a la provocation, disons, militaire et la provocation par le verbe. Écoutez bien Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères. Jamais les Soviétiques ne parlaient sur son ton-là. C'est un ton un peu de violence, un petit peu provocante, un peu grossière comme ça, où elle s'en prend de manière très, très affirmée, disons, à l'OTAN dans la Baltique. Nous avons à maintes reprises commenté les déclarations et les actes provocateurs de l'OTAN et de ses différents États membres. Ils essaient de présenter la mer Baltique comme leur mer interne et tentent de remodeler l'ordre actuel de navigation dans cette région. L'ordre qui est fondé sur le droit international plutôt que sur leur perception pervertie de la géographie. Les alliés de l'Alliance de l'Atlantique Nord essaient d'imposer leurs propres règles aux autres. Ils ont l'illusion que cela leur permettra de mettre sous contrôle tout ce qui se passe dans cette région. Comment expliquer qu'ils cherchent? On a l'impression qu'ils cherchent. Ils sont là dans une zone où ils savent très bien que l'OTAN domine. Il y a une stratégie du faible au fort. Comment est-ce que vous la comprenez? Expliquez ça. Il y a un proverbe russe qui explique ça parfaitement bien. C'est la meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc ce qu'ils font, c'est ils attaquent en permanence. Ils parlent toujours, on les entend. Peu importe le sujet, mais il y a cette avalanche d'informations, d'agressivité. C'est le procédé tout à fait normal des Russes. Donc c'est même pas étonnant que... Arrêtons-nous à ça. Moi, j'entendais beaucoup cette théorie de la théorie de l'affrontement du faible au fort, où ils sont couverts par le parapluie nucléaire et donc en permanence depuis le début de la guerre. Ils se disent on peut aller très loin dans la provocation. De toute façon, à un moment donné,
les Occidentaux diront « Ah, c'est la Russie ». Mais en fait, il y a un vrai risque de provocation dans la mer Baltique, parce que comme Xavier l'expliquait, ce sont soit des eaux territoriales, soit des zones d'intérêt économique. Et donc, aujourd'hui, les Russes accompagnent leurs navires fantômes dans des navires qui sont illégaux, c'est-à-dire ils n'ont pas de pavillon, ils ne sont pas assurés, parfois ils ne répondent pas aux normes environnementales, et donc les pays baltes, les Estoniens, surtout les Suédois, les Polonais, essayent de les arrêter. Et donc maintenant, ils sont escortés par des navires de guerre et par des avions de chasse. Là, le risque de dérapage, il est réel. Je crois que Poutine a presque envie qu'il y ait un dérapage et qu'il n'y ait pas de réaction de l'OTAN pour nous mettre un petit peu, excusez-moi l'expression, pas le nez dans notre caca de notre faiblesse. Oui. Que ferait Trump ? Je me tourne vers vous, Manon, même si personne ne peut... J'ai l'impression que vous pensez vraiment que je suis dans la tête de Trump. Vous êtes quasi la porte-parole, voilà. Vous serez peut-être la prochaine ambassadrice de... Non, mais je plaisante, bien sûr. Mais expliquez-nous, d'après vous, d'après tout ce qu'a dit Trump, a fait Trump jusqu'à présent, s'il y avait un gros pépin là, dans les pays baltes, par exemple, ou en Baltique, est-ce qu'il interviendrait dans une logique américaine classique ou est-ce qu'il peut être beaucoup plus prudent ? C'est la question $1 million. Moi, je voudrais juste qu'on revienne peut-être sur cette logique qu'il a toujours déployée dans les dossiers diplomatiques. Donc, l'idée, c'est pas une paix juste pour l'Ukraine, c'est encore une fois d'arriver à conclure à arrêter cette guerre. Quand il a fait ça sur les dossiers, par exemple, du nucléaire iranien, où il a commencé il est sorti de l'accord, donc les conséquences à court terme, c'était qu'effectivement, sa pression maximale sur les gardiens de la révolution, ça a fait que l'économie iranienne s'est écroulée. Mais aujourd'hui, quand on regarde, les Iraniens n'ont jamais été aussi près d'avoir la bombe nucléaire. C'est la même chose avec la Corée du Nord, qui ont plus d'ogives maintenant qu'avant lui. Donc en fait, c'est cette politique de la méthode forte en face de lui. Il a quand même aussi un expert en la matière. Donc honnêtement, je peux que abonder à l'idée que c'est hyper dangereux, parce qu'effectivement, on ne sait pas lequel va craquer en premier. Et on a l'impression d'un jeu de poker menteur avec quand même des conséquences et des enjeux qui sont autres que ce qu'on met sur un tapis quand on joue, quoi. Xavier. Mais en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, comme on se pose cette question, et on est les seuls à reculer. Et à chaque fois qu'on recule, les Russes vont plus loin. Ils violent nos espaces aériens, ils nous empêchent de faire des contrôles légaux sur notre territoire, il y a leurs missiles qui nous survolent, ils tirent sur des hélicoptères en mer Baltique, hélicoptères allemands, ils éclairent nos avions qui passent dans la zone, ils coupent nos câbles, et puis, en fait, les seuls qui ont vraiment fait ce qu'il fallait, encore une fois, c'était les Turcs. Quand les avions russes ont violé l'espace aérien turc, claqué des doigts, 8 secondes plus tard, il y avait un avion russe qui était abattu. Résultat, il n'y a plus aucune violation de l'espace aérien turc. Je vous rappelle que certains responsables baltes ont dit « nous n'attendrons pas. Si les Russes s'approchent un peu trop de la frontière, on considérera que nous avons un droit de guerre préventive ». C'est-à-dire il y a 2 semaines, il y a un Sukhoi 35 russe qui a violé l'espace aérien estonien et on l'a regardé passer. Mais le contexte n'était pas le même. Il y a aussi la capacité les Turcs, c'était 8 secondes. à descendre un aéronef, parce que au-dessus de l'espace aérien, s'il passe 10 secondes, tu sais très bien que c'est quand même très très compliqué de donner l'ordre de feu, etc. À 4000 km/h, à 100 km de distance. Avec les normes occidentales, je dis bien que chez les Turcs, c'est sans doute possible. Mais je voudrais quand même dire, je voudrais quand même quelque chose, moi, alors on peut en discuter, mais à ma connaissance, une zone économique exclusive économique, eh bien, la liberté de circulation est totale. Oui, attends, je finis. Elle est totale. Ça veut dire que les prérogatives de police ne concernent que ce qui a rapport avec la zone économique. Par exemple, les Turcs qui forent au large de Chypre, effectivement, ils sont en tort. Mais ils n'ont pas de prérogatives de police dans la zone exclusive. Mais non, c'est 12 000. C'est 12 000. C'est pas. On fera un fact-checking complet sur les zones. C'est important. Ils ont le droit de faire une inspection si le navire n'a pas de pavillon. Pas dans absolument. Allez, on fera un fact-checking complet. On va pas débattre. Je ne sais pas si quelqu'un a le texte exact des traités en la matière, on y reviendra. Mais regardez, il n'y a pas que la Baltique. En Albanie, on est là, à l'autre côté, disons de l'autre côté du front, du nouveau rideau de fer qui est en train de balafrer l'Europe. Les troupes d'infanterie, et cette fois, ce sont les Américains. Et c'est très intéressant. À nouveau, alors, Manon, vous disiez, ils ne sont pas très nombreux dans le Gotland. Là, ils sont 25 000 militaires américains, alliés, partenaires. 29 pays participent à l'exercice. Et des troupes d'infanterie donc, qui ont quitté leur base en Albanie. Ils sont dirigés vers la zone d'entraînement pour participer à l'exercice militaire de l'OTAN. L'Albanie sera un des pays hôtes de ces exercices Defender Europe 25.
qui se concentreront sur le déploiement stratégique des forces, sur la démonstration de la létalité, etc. Là, c'est le blabla de l'OTAN. Enfin, ils sont extrêmement nombreux et là, ce sont des exercices de très grande ampleur, général. Ben oui, c'est des exercices tels qu'on les faisait, moi, quand j'étais lieutenant. Donc moi je me souviens dans les années 80, il y avait plusieurs divisions qui se déployaient et on faisait pendant une semaine, 10 jours, des exercices en terrain libre comme ça, qui se sont arrêtés à partir de 1991, clairement. Et donc on a perdu tous ces savoir-faire de projection, de logistique, etc., de logistique vers l'avant. Et donc maintenant, c'est des savoir-faire que l'OTAN réapprend à projeter de très loin, même des États-Unis. Parce qu'on parlait de Ramstein tout à l'heure. Ramstein, ça sert à approvisionner le front occidental. Les ports également, que s'il faut apporter du lourd, ça sert à approvisionner, très très important, Rotterdam, etc., Hambourg, etc., ça sert à approvisionner le front occidental. Donc on réapprend toute cette gymnastique qu'on a perdue pendant la guerre froide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne savait plus faire de la logistique de l'avant, c'est-à-dire quand une armée se déplace de 30, 50 km par jour, comment on suit ? Comment on suit ? C'est un véritable... Expliquez-nous, pourquoi se prépare-t-on une guerre aussi conventionnelle ? Quand on voit ces images, on est vraiment dans le terrestre. Là, on est dans le terrestre, c'est-à-dire on se prépare au conflit majeur, aux frontières est de l'OTAN. C'est un signal à la fois politique, mais aussi un entraînement très très important. Moi, je peux témoigner que ces savoir-faire que j'ai connus quand j'étais lieutenant, on les a perdus au cours des 30 dernières années, et que quand j'étais colonel général, on savait faire la guerre en Afghanistan, au Mali, etc. Mais tous ces gestes simples du combat blindé, mécanisé, de haute intensité, en mouvement, etc., on les avait perdus parce qu'on avait pu faire ça pendant 30 ans, c'est-à-dire pendant une génération et demie. Vous étiez aussi dans les chars, alors vous, à un très gros niveau, général, je ne vous compare pas, mais enfin... Voilà, plus modestement, Guillaume Roquette. Moi, j'avais 3 chars, alors que le général en avait... Moi, j'avais 200. Voilà. Non, 100. J'avais la moitié des chars Leclerc de l'armée française. Oui, non, mais deux brigades blindées, 100. Il y a 200 chars. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces manœuvres, elles se passent en Albanie. C'est-à-dire qu'on est plus près de Corfou que d'Odessa. C'est-à-dire les Russes peuvent dormir tranquilles, en d'autres termes. C'est-à-dire que c'est un peu comme la présence américaine en Europe, d'ailleurs. Alors, il y a effectivement l'exception de la Roumanie, mais sinon, globalement, on dit aux Russes, regardez, en Europe de l'Ouest, il ne faut pas approcher parce qu'on est solide et on est nombreux. Mais quand même, on est encore loin du front. Donc, ce sont des exercices pour se projeter dans un conflit qui pourrait intervenir à moyen terme. Mais on n'est pas dans la riposte immédiate, me semble-t-il, à une incursion des Russes possible. Et surtout, quand on voit les blindés dans telle quantité, j'imagine que les pilotes de drones, et les Russes et les Ukrainiens, ils ricanent un tout petit peu parce qu'on voit de moins en moins ce genre d'avancement militaire, parce qu'avec le développement d'utilisation des drones, aujourd'hui, nous savons déjà que les Ukrainiens font 80% de pertes chez les Russes avec les drones. Donc vous imaginez, je sais pas, c'est un peu les manœuvres qui sont spectaculaires, qui sont impressionnantes, mais un peu d'un autre temps. Et je pense que peut-être il faut adapter, faire une sorte de check-up de la situation et se dire c'est plus tout à fait la même guerre. Donc peut-être aussi pour optimiser les dépenses inutiles, parce que là je suis vraiment dans les dépenses quand je vois combien ça coûte tout ça. Et les Ukrainiens demandent de l'aide, ils n'en ont pas parce que ça coûte cher. Ben non, c'est parce que ça coûte cher, c'est pas bien calculé, c'est pas bien déployé. Donc c'est un peu ça aussi l'approche peut-être à prendre aujourd'hui en regardant bien de près ce que se passe sur le champ de bataille en Ukraine. Mais peut-être quand même que les drones, effectivement, c'est majeur dans ce conflit, mais apparemment, malgré leur emploi massif par les Ukrainiens et les Russes, ça ne suffit pas pour percer le front. Donc peut-être qu'il y a des moyens d'armement plus lourds pour réussir à changer le cours de la bataille. Un jour, au sol, il faudra percer, et on ne percera pas avec des troupes à pied uniquement, on percera avec des blindés. Alors, c'est pas l'heure, effectivement, mais dire que les blindés, c'est terminé, je crois que c'est un peu tôt. Repassons par l'Allemagne. Vous avez raison de défendre votre corps. Vous avez vu mais général. Ouais. Non, mais à un moment, si vous percez, ça se passe au sol, point. Et donc, au sol, il faut y aller. Donc, et comment on y va au sol, on n'y va pas avec des drones, on n'y va pas avec des avions, on y va avec des troupes. Regardez la vraie guerre dans la guerre. Si vous voyez la tête de Titelman, il vous regarde en air légèrement ironique, disant oui, ça c'est... Si, je vous ai vu. On va parler ça demain. Vous allez voir. Il faudra beaucoup plus de chars que par le passé pour qu'il y en ait quelques-uns qui survivent et qui arrivent à percer, c'est tout. Mais réponse, ne vous laissez pas faire. Non, mais c'est mais demain, les chars, le MGCS, c'est-à-dire le char du futur, qu'on est en train de développer avec les Allemands, ce sera un système de systèmes qui
qui sera environné d'un tout un environnement à la fois électromagnétique, avec des drones, etc. Donc tout ça c'est pris en compte et la phase de la guerre va être à nouveau changée. Repassons par l'Allemagne, parce qu'on comprend bien à quel point l'Allemagne est au cœur, comme vous y étiez, le cœur du dispositif de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique face à la Russie. Quand on regarde la carte des bases en Allemagne, on comprend que c'est là où les choses se passent, et on comprend aussi qu'ils se sentent menacés. Ils sont près de la Pologne, près de Kaliningrad, près des... Regardez, mettons-nous à leur place, hein. La Pologne est immédiatement voisine, Kaliningrad, c'est pas très loin. Ils ont l'impression, eux, contrairement à la France, où on se sent quand même plus loin, que l'ennemi est là. L'ennemi est là, et puis je veux dire, historiquement, il y a quand même eu un lourd contentieux avec les Russes, donc ils s'en méfient quand même, parce que les Russes, ils étaient là en 1945 à Berlin, et effectivement, la frontière est pas très loin. Donc même lorsqu'on était en projection extérieure, au Mali, en Afghanistan, etc., le corps blindé mécanisé allemand est resté assez conséquent, parce qu'ils nous expliquaient toujours que eux, leur vraie guerre, elle était à l'Est. Donc ils ont maintenu des canons très lourds, le Haubitze 2000, le Sous-Casemate, etc. Ce genre de choses-là, avec un peu plus de chars que nous. Mais après, c'est la volonté de s'en servir. C'est pourquoi faire.